les salariés n'ont pas la même vision qu'un sous-traitant. Les imprévus, c'est tout le temps le cas. Le boulot, concorder ça avec la vie de famille aussi, c'est compliqué. Je vais pas dénigrer les autres artisans, mais il y en a beaucoup qui restent un peu à l'ancienne. Ça, les gens savent pas forcément, mais les méthodes et les produits évoluent dans le temps. On va parler un petit peu business, on est assassiné par les charges. À La Réunion, tu as quasiment 7 copropriétés sur 10, tu as des procédures contre les constructeurs. Mais regarde tes finitions, en tout cas là, je pas droit, frérot. Comme on dit toujours, le travail pas cher revient cher. Quand tu fais une mise en concurrence pour un projet, c'est bien de regarder la structure de l'artisan. Je peux comprendre qu'il y ait plus beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, même le travail au noir ou des choses comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut regarder en tant que particulier pour reconnaître un bon artisan? Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie. de passionné d'investissement et d'immobilier. Que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Pas mal de projets en cours là, du coup, beaucoup de projets en même temps là, ensemble. Oui. Là, c'est du sport. Hein. On a combien de chantiers ouverts en quoi là? 7. 7 chantiers en cours. 7 chantiers, là. Ouais. Là, ça va être... C'est costaud à gérer, mais... Ouais. Est-ce que c'est le plus gros nombre de projets que tu as en cours actuellement, où tu as déjà géré plus de jusqu'à projets que ça? maintenant. Depuis que j'ai ouvert la société, c'est la première fois que j'ai 7 chantiers en même temps. En général, c'est 3-4 max. Mais là, 7 appartements complets à refaire, c'est la première fois. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est bien, ça donne du rythme, ça maintient. Non, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est un bon challenge, quoi, on va dire. Ouais, quand tu m'as appelé, tu m'as dit écoute, ça va être tendu, mais allons, on va essayer, on y va quoi. Non, et puis ça va, j'ai du bon personnel. Il y a eu quelques petits couacs, mais là, je les ai remis sur le droit chemin et franchement, ça le va, ça le fait. Et j'ai des bons sous-traitants aussi, des mecs qui sont motivés, donc on est sur une bonne voie. T'as une équipe fiable d'ailleurs. Exactement. Non, et puis c'est surtout qu'en plus, moi, tu sais, j'aime bien le travail bien fait, bien fini. Et dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, faut remettre ça en ordre parce que c'est vrai que les salariés n'ont pas la même vision qu'un sous-traitant. Un sous-traitant, lui, il sait que je vais pas le payer si le travail est mal fait, alors que les salariés, eux, ils se disent, bah, tant que j'ai le salaire, je m'en fous. Quoi. Enfin, donc, tu vois la différence du coup entre salariés et sous-traitants. Ouais, quand même. Ouais. Même au niveau de la ponctualité, les choses comme ça, les salariés, bon, ils arrivent régulièrement en retard. Que le sous-traitant, il sait que lui, s'il arrive en retard, de toute façon, si le boulot est pas fait, il sera pas payé. Donc, lui, il a plus la pression, on va dire. Ouais. Et surtout donc, que demain, même si tu le payes, tu referas peut-être plus appel à lui, en fait. C'est ça aussi, voilà, exactement. Ouais. Sa place n'est pas garantie, tu vois, donc il a un gage de qualité aussi. C'est ça, ouais. Et puis, c'est surtout que c'est des mecs qu'on a déjà fait des chantiers ensemble. Je sais comment ils travaillent, je sais qu'ils sont sérieux, je sais que le nettoyage en sortant dans les communs, ils vont bien le faire. Que les salariés, des fois, tu sais, ils laissent un peu de poussière dans les communs, c'est pas grave, on fera ça demain, les choses comme ça. Il y a un petit peu moins de sérieux, on va dire, donc il faut vraiment bien les guider, quoi, donner les bonnes directives. Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Hein. La relation humaine, je suis d'accord avec toi, c'est le plus compliqué à gérer. Tu vois, quand une boîte, c'est vraiment le côté le plus... quand je dirais le plus compliqué, c'est surtout le plus... là où tu as plus de chances de te tromper, tu vois. Et des fois, tu penses que c'est bon, et en fait, non, t'as mal compris, ou c'est pas du tout ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu vois, qui fait que... Exactement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour revenir un petit peu à la base, Teddy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors donc, moi, c'est Colson Teddy, je suis le gérant de la société Rénovation Colson. Je fais du multiservice, ça fait un peu plus de 3 ans et demi maintenant que j'ai ouvert la société. Ça a commencé doucement, mais je faisais beaucoup de sous-traitance pour Leroy Merlin. C'est comme ça que je me suis fait connaître un petit peu. C'était des petites salles de bain, des changements de cuisine, des trucs comme ça. Après, de fil en aiguille, les clients ont commencé à garder mon numéro, à le donner à d'autres personnes. J'ai commencé à avoir de plus en plus de travail. Après, j'ai rencontré Florine, du coup, qui était chez vous il y a encore pas longtemps, qui est venue en stage chez moi et qui après a intégré Immo Malin et qui m'a parlé justement d'Immo Malin. Et puis on a fait 1 ou 2 projets, je crois, en essai pour voir. Et puis après, la réputation a explosé, le travail... les clients étaient contents du travail. Là, j'ai regardé, depuis 3 ans, je suis à mon 477e devis. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et en termes de facture, je suis à ma 396e facture sur 477 devis, ce qui est bien aussi. Et avec, donc sur 400, sur 300 et quelques factures,
Il y a eu un chantier où il y a eu un tout petit quiproquo, mais c'était une mésentente avec le client. Donc je vais pas dire que 100% de mes clients sont contents, mais quasiment quoi. On est sur du 99,9%. Ouais, Donc, ouais, j'ai remarqué quand tu vas chercher ça, toi, c'est ton leitmotiv un peu de la satisfaction client, tu vois. c'est ça, ouais. Et puis quand je reçois des messages de clients qui me disent Monsieur Colson, merci pour tout, super, vous nous avez dépanné, j'essaie d'être le plus réactif possible. Ouais. J'essaie de vraiment. Ça peut arriver qu'il y ait un souci sur un chantier, hein, surtout en rénovation, c'est très très compliqué que tout se passe bien et comme on avait prévu. On a toujours une petite surprise à la dépose ou des trucs comme ça. Et du coup, on s'adapte et on essaie Enfin, moi, ma priorité, c'est la satisfaction client, quoi. Et du coup, je sais que le retour est là quand tu donnes vraiment à fond et que tu fais tout pour faire du bon travail, ça paye. Ouais. Ça paye bien. Sur la partie investissement IMO, tu vois, là, ça, c'est quelque chose où les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que les travaux, en fait, l'imprévu, c'est du quotidien, tu vois. Sur tous les chantiers, littéralement tous les chantiers, tu as tout le temps des imprévus, en fait. Ça, ouais. Et du coup, même avec beaucoup de chantiers, même avec de l'expérience et des connaissances, des qualifications, tu as ces imprévus-là, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, en fait, tu as des imprévus sur le premier chantier, donc quand tu fais les trucs toi-même, tu vois, en tant que particulier, donc pas professionnel, tu vois. Donc, et qui disent, ouais, mais en fait, c'est normal, je suis débutant. En fait, non, les imprévus, c'est tout le temps le cas, tu vois. Donc, il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à rentrer dans les budgets, etc. Exactement ça. Et, là, la raison pour laquelle, tu vois, je voulais t'inviter aussi sur ce podcast-là, c'est parce que les artisans, c'est un métier, dans l'investissement IMO, tu vois, pour moi, c'est une des pierres tu dois absolument passer par la rénovation, tu vois. En tout cas, quand tu fais du neuf, bon, ils font pas la rénovation, tu vois, mais très souvent, quand il y a des problèmes, des litiges, c'est lié aux travaux et les gens sont complètement perdus, tu vois. Et ce que je voulais voir avec toi, tu vois, comme sujet, c'est... Bon, là, on parlait de la partie travaux ensemble, sur les imprévus, pardon. Et sur l'historique, comment tu es arrivé, toi, du coup, dans ce métier-là, en fait, juste pour comprendre un petit peu ton parcours, en fait. Bah alors moi c'était vraiment un concours de circonstances parce qu'à la base je suis mécanicien, je suis mécanicien automobile. J'ai passé mon bac parce que bon j'étais pas très bon à l'école, j'aimais pas l'école et je me suis retrouvé en mécanique parce que je savais pas quoi faire, un peu par dépit. Et aussitôt après mon bac, je me suis inscrit dans une boîte d'intérim. On m'a proposé des chantiers. Enfin non, à la base, je faisais la fabrication de charpentes métalliques, la soudure, tout ça, tous ces petits trucs-là. J'ai bien aimé. Et puis, comme je suis un fervent travailleur, enfin, j'aime travailler, quoi. J'aime le travail bien fait. Et en fait, ils m'ont repéré dans l'usine et ils ont dit, tiens, si tu veux, on a du travail pour toi, mais sur les chantiers pour aller installer les charpentes que tu as fabriquées. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. En plus, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'allais en déplacement dans toute la métropole. J'ai dit, c'est une super expérience. Et j'ai tout appris sur le tas, en fait. J'ai absolument zéro diplôme dans le bâtiment. J'ai tout commencé en charpente métallique. J'ai appris ce que c'était une nacelle. Je savais pas ce que c'était une nacelle. Je savais pas ce que c'était un poste à souder. J'ai appris avec des vieux de la vieille et qui m'ont donné toutes les bonnes combines. Ouais. Et puis du coup le bâtiment me plaisait, cet esprit d'être dehors, d'avoir froid, d'avoir chaud, la pluie, les intempéries, tout ça, j'aimais bien. J'aimais bien bouger aussi, c'est surtout qu'en fait je me voyais pas passer toute ma vie dans un atelier, à bouger toujours au même endroit, à la lumière artificielle. Et du coup j'ai vraiment apprécié le bâtiment, je suis resté là-dedans. Après je me suis diversifié un petit peu parce que j'ai arrêté la charpente métallique, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et après, je me suis plutôt dirigé vers tout ce qui était aménagement d'intérieur, rénovation, justement. Et j'ai bossé dans des boîtes de multiservices avec des super gars aussi qui avaient 30 ans d'expérience, qui m'ont appris toutes les petites combines du métier, petites ficelles et tout ça. Et j'ai aimé le fait que ça soit jamais pareil. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le fait que je fasse du multiservice. C'est que je fais pas que de la peinture, je fais pas que du sol. J'aime bien en fait les challenges. J'aime bien toujours me creuser la tête à me dire ça va pas être comme sur une maquette au CFA où tu apprends moi j'ai pas appris ça mais ce que les gars du CFA m'expliquaient, quand tu fais de la plomberie t'apprends ça sur une maquette, on te dit il faut faire ça sur un bout de bois, c'est facile, j'ai envie de dire. Et que là justement il y a toujours le petit détail où l'imprévu, ce que t'as pas anticipé, des choses comme ça, et c'est ça que j'aime bien. Moi j'aime bien la nouveauté en fait, je me lasse très vite, que ce soit dans la vie ou dans le travail, et du coup j'ai besoin vraiment de toujours réfléchir,
Te casser la tête, Me quoi, casser la ouais. tête, ouais, c'est ça, pour Ok. trouver des solutions, voir comment ça va. Et puis, même limite, je vais pas dire. Je devrais pas dire ça, mais j'aime bien quand il y a un petit problème de temps en temps, parce que du coup, Ouais. si c'est toujours linéaire, que c'est toujours pareil, en fait, Ouais. bah, c'est un peu monotone, quoi. Ça, Ouais, je comme ça, trouve t'arrives à... Ouais, tu vois, Bah, du des coup, tu fois. trouves ton lot dans le bâtiment, là. Ah, bah, C'est j'ai que ce qu'il des faut, problèmes, c'est que là, des problèmes à gérer, tu vois. je suis ravi, là, je suis, ouais, non, c'est le top, hein. Même des fois, tu casses une dalle, tu tombes sur un tuyau de cuivre en dessous, paf, il pète, bah, il faut trouver la solution pour réparer vite, et puis il y a la pression, et Ouais, puis ouais. en plus, bah, des fois, le boulot, avec concorder ça avec la vie de famille aussi, c'est compliqué, parce que j'ai Ouais. des enfants, des fois j'ai la garde, des fois je l'ai pas. Euh, je sais que j'ai l'heure, il faut que je sois à l'heure pour récupérer Ouais. les enfants, mais ça fuit chez le client. Je me dis, waouh, il faut que je trouve tout de suite une solution. Mm. J'ai pas le matériel sur moi tout de suite, donc j'anticipe. Je me dis, il faut que j'aille chez le fournisseur, que j'anticipe le temps pour Ouais. faire la réparation et que les clients aient de l'eau pour ce soir, ou Mm. l'électricité, ou des trucs comme ça. Et ça, ouais, j'adore, Ouais. ça me booste, quoi. Ça C'est challenge. vraiment, ouais, c'est le challenge. Ouais. C'est là que je voulais un petit peu en j'adore venir, ça. c'est que tu es artisan multiservice. Voilà, ouais. Alors, c'est quoi un multiservice et c'est quoi la différence avec d'autres artisans qui sont pas multiservice, par exemple, tu vois? Ben, tout simplement, je fais tout. Ouais. Je fais vraiment tout corps de métier, que ça soit du pose de sol, de carrelage, la peinture, du placo, étanchéité, électricité, couverture. Il y a que la maçonnerie, la grosse maçonnerie, on va dire, entre guillemets, que ça, je passe par des sous-traitants parce que bah, j'ai pas la structure pour faire de la grosse maçonnerie. Mais des petites maçonneries, ça je fais, des petits bacs, des bacs maçonnés, des choses comme Ouais, ça, donc tout ce qui monter est un petit muret, tout ce ou qui est des salle choses de comme ça, bain, je fais, pause voilà. cuisine également. Ça je fais. J'ai eu quelques informations justement par des maçons justement qui m'ont appris quel type de matériaux utiliser pour faire quelque chose de costaud, la manière. Et puis bah, comme j'ai travaillé dans des constructions de villas complètes aussi avant sur Saint-Pierre, Ok. j'aime me renseigner, si tu veux, je reste pas sur les acquis, j'aime beaucoup me renseigner. Et du coup, je posais toujours les questions aux maçons. Je disais, ouais, bah tiens, les ferraillages, tu les mets tous les combien, les jambes de force, enfin, tous ces petits trucs-là. Et du coup, ben, j'ai appris comment faire. Et puis, j'ai essayé chez moi, de temps en temps, j'ai essayé des trucs, j'ai testé, et puis ça se passait bien. Et donc, ouais, voilà. Après, ben, tout le reste, j'ai appris sur le tas. Donc, ouais, tout ce qui est peinture, tout ça. J'ai eu la chance vraiment de faire plusieurs entreprises en métropole de multiservices avec des mecs spécialisés dans chaque domaine. Ouais. Donc, j'ai eu un peintre qui m'a expliqué comment faire bien la peinture de telle manière. J'ai même des profs qui étaient enseignants dans des CFA, des choses comme ça, qui me disaient il faut faire comme ça, faire comme ça. Et pareil dans chaque corps de métier. Donc, du coup, en fait, j'ai pu me perfectionner un petit peu dans vraiment tous les corps de métier. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Enfin, je vais pas dire que je sais pas les faire, mais on va dire, je suis plus habitué à certaines choses que d'autres. C'est vrai que par exemple, je sais que la pose de sol ou le carrelage, ça, bah, j'en fais depuis des années. Ça fait quasiment 20 ans que je suis dans le bâtiment, donc j'ai l'habitude. Mais par exemple, c'est vrai qu'en maçonnerie, je vais prendre un peu plus de temps parce que je vais plus m'appliquer, parce que comme j'ai moins l'habitude de faire, je vais plus réfléchir. Il y a des petites techniques après. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans le bâtiment, tout évolue. Les matériaux évoluent, les techniques évoluent aussi. Donc il faut toujours se mettre à la page aussi. Et c'est vrai que même, par exemple, dans tout ce qui est étanchéité de salle de bain, bah là, ça a encore changé il n'y a pas longtemps. Il faut enlever les bandes de renfort, maintenant, pas sur des autres produits. Oui, tu as les normes qui évoluent en fait Voilà, sur tous les normes domaines, évoluent, électricité, ça salle de évolue bain, tout etc. le temps, ouais, et ça, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on reste pas sur nos acquis, il faut toujours se renseigner. Et Il c'est faut top. toujours se former en fait parce que les normes et les réglementations évoluent, électricité, étanchéité. C'est ça. Quelle autre réglementation évolue souvent aussi? Bah alors c'est surtout assainissement, je sais que ça évolue énormément. Ouais, assainissement, électricité. Après, même sur le carrelage, ça a évolué. Maintenant, on a des tailles de joints qui sont différents par rapport à avant, par rapport au format du carrelage. On n'a plus le droit de faire des joints de moins de 2 mm ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que des fois, en accord avec les décoratrices, quand elles me disent par exemple sur le cahier de décharge ou le dossier de chantier, elles me disent il faut faire les joints les plus fins possibles. Je leur dis ok, mais par rapport au format du carreau, je pourrais pas faire plus petit que 2 mm par exemple ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je vais pas dénigrer les autres artisans, mais il y en a beaucoup qui restent sur leur acquis, qui restent un peu à l'ancienne. Oui, tout à fait. À l'ancienne. C'est ça. Et du coup, avec les nouveaux matériaux, on peut faire des nouvelles choses qui sont beaucoup plus sympas aussi. Et surtout qu'il faut respecter les normes parce que si. On a eu le cas sur un chantier, le carrelage qui explose sur la terrasse, c'est parce que je pense qu'il y a eu un problème de pose à la base ou un problème de joint ou peut-être un problème d'utilisation de mauvaise colle, peut-être pas faite pour l'extérieur, je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a eu
une malfaçon, entre guillemets, mais... Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment se renseigner sur tous les produits, regarder tous les caractéristiques. Surtout que ça évolue, tu vois, ça les gens ne savent pas forcément, mais les méthodes et les produits évoluent dans le temps. Donc aussi, en fait, il y a pas longtemps, on avait eu le cas, on a un retour là, d'un artisan qui nous disait ça, qui nous disait que en fait, la colle de la faïence, ça allait pas du tout. Et en fait, le fournisseur lui disait non, mais c'est juste que la colle que tu as pris ne s'applique pas de la même façon que la colle dont tu as l'habitude de travailler avec. Donc en fait, c'est pas que c'est pas du bon matériel, c'est que juste t'as pas la bonne façon de travailler avec cette fourniture là, tu vois. Et ça évolue très souvent, très vite en fait, les matériaux, et les colles, etc. Sur la partie investissement IMO, là, le plus gros problème qu'on a, en tout cas ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir le bon rapport qualité-prix. Tu vois, en fait, il faut mal le prix pour que ce soit de bonne qualité, mais il faut trouver les bonnes fournitures pour pas mettre trop cher, surtout sur la partie locative, tu vois, quand c'est ta résidence principale, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, tu te plaises, mais sur la partie locative, tu vois, faut trouver en fait qu'est-ce qui ne va pas s'abîmer trop vite, mais qui est joli et qui est pas trop cher, mais qui est quand même quali, tu vois, c'est trouver ce juste milieu là qui est assez difficile. C'est exactement ça. Et pourquoi c'est... Je te pose la question parce que toi tu es artisan, tu vois. Pourquoi d'après toi c'est aussi difficile de trouver un artisan qui propose ce rapport qualité-prix là, tu vois? Bah parce que c'est vrai que on va parler un petit peu business. En termes de tout ce qui est charge sociale, on est assassiné par les charges. Moi j'avoue que dès qu'on vend un chantier, on sait qu'on a une partie du chiffre d'affaires, ce qu'on va faire, on va en reverser une partie à l'État. Et pour rester dans les quotas, enfin pour réussir à rester compétitif, on va dire, par rapport aux autres artisans, on est obligé de faire les prix les moins chers quand même aussi. Mais on est obligé d'anticiper les produits. Et je prends l'exemple, là j'ai fait un devis pour une étanchéité de sous-carrelage dans des coursives dans un immeuble. Je suis parti sur une étanchéité, je sais pas si je peux dire la marque, mais une marque connue, Alzan Flashing là. Il y a 3 mètres carrés à faire. Le bac pour faire les 3 mètres carrés d'étanchéité coûte déjà 990 €. Juste le bac de 15 kilos. Et donc, moi, quand je fais un devis pour l'autre agence laquelle je travaille aussi, avec la main-d'œuvre, la dépose du carrelage, la fourniture du nouveau carrelage et la prestation, on était à un devis d'un peu plus de 2500 €. Mais il me dit, ouais, t'es beaucoup trop cher. Je lui dis, oui, mais alors dans ce cas-là, on peut mettre un produit de moins bonne qualité, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, par rapport à l'autre artisan, tu me dis que je suis moins cher, mais est-ce que tu as regardé quel type d'étanchéité il va te mettre? Parce que si c'est pour que dans un an, ça reflue encore, et il me dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Et c'est là où je vais en revenir sur ce que tu me posais comme question. Les artisans, justement, essayent de ne pas mettre forcément les produits les plus haut de gamme pour rester compétitif et être dans les mêmes tarifs que les autres. Alors que moi, maintenant, je pars vraiment plutôt sur du produit de qualité et c'est ce que je préconise et que je conseille aux clients. Je leur dis, écoutez, certes, je suis sûrement plus cher que beaucoup d'artisans, mais par contre, voilà, je vais utiliser vraiment la peinture, ça va être de la bonne peinture, je vais pas prendre la moins chère qu'on va trouver à Monsieur Bricolage ou Laurent Merlin. Étanchéité pareil, j'essaie vraiment d'utiliser des bons matériaux que j'ai déjà testés pour la plupart et que je sais qui durent dans le temps. Parce que sinon, si je veux baisser mon devis, effectivement, je suis obligé de mettre des produits moins chers, mais parce que comme je suis obligé d'anticiper mes charges, les salaires pour mes salariés, payer les sous-traitants, toutes ces choses-là, si tu comptabilises tout ça, que tu fais ton calcul et que tu veux être pas cher, en fait, tu es obligé de mettre du produit de basse qualité, quoi. Et du coup, ça dure pas, quoi. Ça tient pas, quoi. Rien qu'un parquet flottant, admettons, on va partir sur un parquet flottant à 12 € le mètre carré. Je sais que les gens, ils vont marcher avec des talons, ils vont déplacer un meuble, ça va faire des rayures, ça va gondoler, ça va se déclipser. Alors que voilà, moi je préfère partir sur un parquet à 25 voire 30 € le mètre carré, qui est de meilleure qualité quand même, normalement, que j'ai déjà testé sur d'autres chantiers aussi. Parce que ça c'est pareil, j'essaie toujours de conseiller des produits que j'ai déjà fait, que j'ai déjà testé. Et en général, les clients disent, oui, c'est vrai que voilà, quand tu achètes une Porsche, c'est mieux que d'acheter une C3, quoi. Enfin, tu payes le prix, mais t'as pas les mêmes problématiques. C'est pas les mêmes pièces, c'est pas les pneus, c'est de la meilleure qualité. Enfin, tout est normalement de meilleure qualité. Donc, ça joue dans le prix, effectivement. Et là, je viens compléter ce que tu dis, c'est sur la partie finition. En fait,
pareil, les gens ne s'en rendent pas compte, mais les finitions, ça demande du temps, tu vois. Ouais. Faire une peinture qui ne déborde pas, ça demande du temps de prendre le temps de faire le tour. Tu vois, c'est pareil pour toi, le carrelage, quand tu découpes, il faut prendre le temps. Pour le poser, il faut prendre le temps. Et le problème, c'est que il y a des gens qui veulent cette qualité de finition-là, mais avec moitié moins de temps, tu vois. Ouais, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tu vois, tu as des... à La Réunion, tu as quasiment 7 copropriétés sur 10 où tu as une fois qu'elles sont livrées, les bâtiments neufs livrés, tu as des procédures contre le constructeur. Ouais. Mais souvent, ces procédures-là sont dues à la base à un phénomène qu'on revoit souvent dans le bâtiment, c'est le constructeur. Bon, chacun a ses torts, le constructeur a des torts, le client a des torts, mais souvent, le gros phénomène qu'on voit, c'est le constructeur te dit « Ok, il me faut 12 mois pour faire telle construction. Le client te dit « Ok, je te laisse 8 mois. Bah ok, bah on fait en 8 mois, par contre, il y a forcément des compromis à faire, tu vois. Et c'est pareil sur la Réno, tu vois. T'as des gens qui disent, ouais, bah, c'est moins cher, c'est plus rapide. On regarde tes finitions, en tout cas là, j'ai pas droit, frérot. Ouais, c'est ça, bah... C'est exactement ça. Comme on dit toujours, le travail pas cher revient cher souvent, parce qu'en plus, souvent, il y a des problèmes, c'est mal fait. J'ai déjà vu des résidences neuves, le WC n'est même pas centré dans la pièce. C'est parce que je pense qu'au dernier moment, ils se sont trompés sur les cotes au niveau des cloisons, et du coup, les cloisons ont dû être décalées, et t'as des WC qui sont pas au milieu de la pièce. Ouais, c'est collé dans le coin, machin. Voilà, c'est ça. Le carrelage, du carrelage neuf, il est mal posé, quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, si tu veux, je prends mon travail, surtout sur la finition, un peu comme un travail d'artiste. Parce que dans le nom artisan, il y a artiste. Et moi, pour moi, je vois vraiment la finition au maximum quand c'est moi qui fais. Je parle pas forcément de mes salariés, ils ont peut-être un petit peu moins le tact pour vraiment la finition, mais je sais que j'ai réussi à faire ma réputation justement un peu grâce à ça. C'est que sur la finition, je m'applique vraiment, quitte à mettre une journée de plus. Je préfère dire au client, écoutez, on va rester une journée de plus, même si on avait prévu qu'on devait finir aujourd'hui. Je préfère revenir demain et refaire bien la finition, parce que je veux que la satisfaction client, c'est la priorité. Parce que je sais qu'après, il parlera de moi en bien aux autres personnes. Et c'est comme ça que la plupart des appels que j'ai, c'est oui, ben voilà, j'ai entendu parler de vous, vous êtes venu faire des travaux chez des amis, on sait que la finition que vous avez fait, c'était nickel, donc... Et certains mêmes clients, des fois, quand je leur dis, par contre, là, je pourrais venir faire les travaux chez vous, il n'y a pas de souci, mais ça va être que à partir de mars 2026, parce que mon agenda est booké jusque mars 2026, là. Ils me disent, c'est vrai que là, c'est long, mais vu le travail que vous avez fait chez nos amis, c'est pas grave, on va attendre, on préfère attendre. Et que ok, d'accord, t'as ces retours-là. Mais c'est vrai que là, tu dis ça, mais je percute. On a refait le Gantt il n'y a pas longtemps. Et sur le dernier projet qu'on va avoir à la fin de cette année, là, on est sur une fin des travaux estimée à avril 2026, toi et moi. Ouais. Enfin, toi et nous, du coup. Oui. Sur tous les projets qu'on enchaîne, là, on enchaîne jusqu'à potentiellement avril 2026 ensemble. Là, depuis, oui. Ah, j'avais pas percuté ça, tu vois. Bah, tu viens de le dire, je viens de le percuter. C'est vrai, en fait, j'ai refait le Gantt il n'y a pas longtemps et on a encore un an là, de travaux déjà planifiés ensemble sur les projets, tu vois. C'est ça. Et surtout que j'ai pas que vous en plus. Oui, c'est ça. Et t'as d'autres trucs à gérer en parallèle, tu vois. Sur... c'est un truc intéressant, c'est que nous, ce qu'on a constaté, tu vois, avec Imam Alain, c'est que quand on fait la mise en concurrence d'artisans, c'est important de regarder la structure des différents artisans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je te prends un exemple. Tu as des artisans qui ont des grosses équipes, tu vois. T'as des grosses équipes salariées, je veux dire, tu vois. Donc, en interne, tu as d'autres artisans qui sont tout seuls et qui font que de la sous-traitance, tu vois. Et du coup, tu n'as pas les mêmes organisations, tu n'as pas les mêmes charges, vous n'avez pas les mêmes fournisseurs. Il y en a certains qui ont du stock, d'autres qui n'en ont pas. En fait, si demain, je te prends deux exemples de comparaison. Si je trouve un studio de 20 mètres carrés à rénover entièrement et que je fais passer quelqu'un qui a une toute petite équipe ou qui travaille seul avec des sous-traitants et je veux passer un gars qui a 45 salariés, le gars qui a 45 salariés, en fait, cette grosse structure-là, il sera obligatoirement plus cher. Il n'y a pas le choix. Tu vois. Oui, bien sûr. Il n'y a pas le choix parce qu'en fait, en gros, quand tu prends... En tout cas, c'est plus ce qu'on constate par rapport à lui, les frais et les charges qu'il va engager, tu vois, il sera forcément plus cher. Par contre, si demain, on prend une maison T6 à rénover plus création de studio, lui, il sera sûrement moins cher, en fait, parce que du coup, il a souvent la structure adaptée à ce genre de projet-là, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu fais une mise en concurrence pour un projet, c'est bien de regarder la structure de l'artisan, de savoir justement comment il s'organise, c'est quoi ses équipes, qu'est-ce qu'il a en interne, qu'est-ce qu'il n'a pas en interne, juste pour comprendre la différence de tarifs. Donc si tu as
Une mise en concurrence intéressante, c'est quand tu as 3 artisans, par exemple, qui ont une structure à peu près équivalente, tu vois. Donc, tu n'as pas un gars qui a 150 salariés et un autre gars qui bosse tout seul. Et tu arrives à comparer, en fait, les devis sur les mêmes prestations. Ouais. Sur la partie IMO, tu vois. Je donne ça pour les personnes, justement, qui ne savent pas forcément une mise en concurrence, comment on fait et qu'est-ce qui est intéressant, tu vois. Pourquoi il y a un artisan qui me chiffre 3000 et l'autre... Parce que nous, ça nous est déjà arrivé, tu vois, sur la mise en concurrence au tout début du moment-là, où on a un devis à 12 000, l'autre, il est à 21 000, tu vois. Et on a exactement les mêmes trucs. Oui. Tu vois, c'est juste que les fournisseurs ne sont pas les mêmes, la structure n'est pas la même. Et on comparait ligne par ligne, tu vois, pour être sûr qu'il y a les mêmes quantités, il y a les mêmes prestations, etc. Donc ça, c'est intéressant de le regarder aussi. De ton côté, là, on a abordé souvent la difficulté, tu vois, en tant qu'artisan, de justement trouver des personnes qualifiées et prêtes à bosser, quoi, tu vois, parce qu'après, c'est pas un métier facile non plus, tu vois, il faut être tôt sur place, il y a beaucoup de bruit, il y a la saleté, il y a la poussière, faut être dans des... Combien de fois j'arrive sur le chantier, toi, tu es genre dessous en train de couper un carrelage comme ça, à genoux, tu vois, tu te dis, non, j'arrive, je vois. Non, c'est vrai que oui, c'est un métier très difficile physiquement parce qu'en soi, il y a le métier, enfin, il y a le travail sur le chantier, mais il y a toute la manutention aussi à faire à côté. Là, ça va qu'avec vous, tout ce qui est livraison des produits, des choses comme ça, ce sont des livreurs qui le font. Mais nous, on a quand même aussi notre matériel qu'on doit monter quand on est sur un chantier comme à Sainte-Clotilde, par exemple. Où on est au 2e étage sans ascenseur et qu'il faut monter les outils, il faut monter le placo, il faut monter les sacs d'enduit, des choses comme ça, c'est très physique. Je peux comprendre que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, enfin tout le monde n'est pas capable de le faire. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté-là parce que ça entretient la forme. Mais c'est vrai qu'arriver... moi, je réfléchis déjà un petit peu à l'après. Parce que je sais que à 60 ans, je risque d'être cassé un peu quand même. Il y a de fortes chances. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours des positions de travail faciles. Alors, la sécurité du travail nous dit qu'il faut utiliser telle position pour porter et tout. Mais bon, c'est pas toujours le cas. On peut pas toujours... j'ai travaillé beaucoup en couverture, même en métropole, quand on portait des Velux sur des toits penchés comme ça, avec la corde et le Velux dans le dos. On peut pas faire comme eux ils disent, on n'a pas toujours les moyens, il n'y a pas toujours possibilité de faire venir un monte-charge, on est obligé de... Donc oui, c'est vrai que quand on rentre le soir, on est fatigué. Ça, c'est vrai que... Mais c'est... Je peux comprendre qu'il n'y ait plus beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier-là. En plus, c'est vrai que les salaires, comme je disais tout à l'heure, comme on est bouffé par les charges, pour donner un bon salaire, c'est compliqué. Parce que pour que le salarié soit rentable, il faut qu'il sorte du travail, mais il faut qu'il sorte du travail à hauteur du devis que j'ai fait. Si j'ai fait un devis qui n'est pas trop cher, justement, pour essayer de passer, et que mon salarié n'est pas forcément rentable parce qu'il ne va pas aller assez vite, ou il va faire une bêtise, par exemple, ça peut arriver, il casse un meuble ou un truc comme ça, il faut le rembourser. Si je suis pas assez cher, moi je vais être perdant. Et il faut en même si t'es trop cher, ça passe pas dans le devis, du coup t'as pas le chantier en fait. Et du coup, pour motiver les jeunes ou même les moins jeunes à travailler dans ce domaine-là, c'est hyper complexe. C'est très très compliqué. Je suis à la recherche d'artisans encore, il y en a très peu qui veulent faire du multiservice parce que le problème c'est qu'en multiservice, c'est vrai que il faut savoir tout faire, quoi, en fait. C'est pas comme un peintre qui doit juste savoir faire la peinture. Là, il faut savoir faire de l'électricité. Il y a énormément de choses à connaître. Et du coup, ça devient de plus en plus rare. Des gens motivés pour un salaire, pour un métier difficile où tu es dans la poussière, où tu rentres le soir, tu es sale, tu transpires. J'ai eu un salarié, il prenait le bus. Il me disait, ouais, mais moi, je supporte pas rentrer dans le bus en puant la transpiration, en étant plein de poussière. Et je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas forcément agréable. Donc c'est vrai que quand on rentre le soir, quand on prend la douche, ça fait du bien. C'est hyper appréciable. C'est clair. Ça fait du bien. Donc on est sur des métiers difficiles. C'est vrai qu'on n'est pas derrière un bureau assis toute la journée. Donc il faut prendre en compte ça. Et voilà, on essaie de faire les salaires au mieux, récompenser au mieux le bon travail. Enfin moi, en tout cas, mon cas, c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est vrai que quand tu as des clients, par exemple, qui jouent pas le jeu aussi et qui payent pas, moi j'ai beaucoup d'impayés quand même de clients parce que ils ont des imprévus, la voiture qui tombe en panne ou un décès ou des choses comme ça leur coûte de l'argent, ils peuvent plus me payer la fin des travaux alors qu'ils sont très contents des travaux.
Ben, moi, du coup, en trésorerie, c'est compliqué. Du coup, je peux pas vraiment remercier mes gars, en fait, des fois, quoi. Ouais. J'aimerais bien pouvoir leur mettre une prime, dire, putain, les gars, vous avez bien bossé, là, ce mois-ci, je vous mets une petite prime. Et je peux pas forcément parce que bah, les clients jouent pas le jeu et puis ils payent pas. Ouais. Et puis bah, après, avec les charges, la trésorerie, tout ça, ça va vite, ça a un Ouais. engrenage. Ouais, là, tu reviens dans la gestion d'entreprise où là, en fait, t'as une décorrélation de ce que tu aimerais faire, ce qui est possible de faire, en fait, en C'est termes de ça. moyens C'est à exactement ce ça. sujet-là. Pour les gens qui... Justement, toi, t'es artisan. Quel tips tu donnerais aux gens pour reconnaître un bon artisan, tu vois? Demain, je fais des travaux chez moi, Mhm. d'accord? Mais toi, du coup, t'es booké jusqu'en mars, tu peux pas, tu vois? Ouais. Du coup, Ouais. comment on reconnaît un bon artisan? C'est quoi les critères, en fait, à regarder? Qu'est-ce qu'il faut regarder en tant que particulier pour reconnaître un bon artisan? Alors, pour moi, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a même beaucoup. Ça part déjà on va dire, le premier contact, le premier appel Ok? téléphonique, la réactivité. Un artisan, enfin, admettons, je me mets à la place d'un client, j'appelle un artisan. Ça peut arriver qu'il ne réponde pas au moment où je l'appelle. Mm. On est tous bookés, enfin, on Mm. est tous dans le travail, on ne peut pas forcément répondre tout de suite. Si l'artisan déjà ne rappelle pas dans la journée, Mm. ou au moins juste envoie un message en disant je prends 2 minutes, Mm. j'ai pas eu le temps de vous répondre, je vous rappelle dans la journée. Moi, je trouve que c'est une preuve de réactivité qui est Mm. déjà assez importante. Après, ensuite de ça, il y a la communication. Une fois que, moi je sais que quand mes clients m'appellent, j'essaie d'être le plus clair possible, de leur Mm. dire voilà, bah, là cette semaine ça va être compliqué, mon agenda est vraiment trop plein. Par contre, je vous envoie mes dates de disponibilité pour fixer Mm. un rendez-vous. Après, je viens chez vous, on fait un relevé technique et on discute des meilleures solutions, on discute de ce qu'on peut faire, Ouais. le budget que vous avez, toutes ces choses-là. Je prends vraiment les renseignements et je pense que du coup ça met le client un petit peu en confiance. Déjà, quand quelqu'un parle bien en face, Ouais. c'est déjà important aussi. Alors ça veut pas dire, je dis pas ça dans le sens où quelqu'un qui parle mal travaille mal, Mm. mais disons que ça peut instaurer un peu quand même un climat de confiance. Mm. Ensuite, une fois que ça c'est fait, la ponctualité, arriver à l'heure au rendez-vous. On Ouais. peut avoir 10 minutes de retard, mais les fois où ça m'arrive, il y a les embouteillages, j'envoie un message au client, si j'ai rendez-vous à 16h30, je dis bon bah je vais avoir 10 minutes de retard, je suis dans les embouteillages, mais je suis sur la route, j'arrive. Mm. Déjà, au moins, le client, il se dit, bon, bah, le mec, il prévient, c'est bien, parce que j'ai eu énormément de commentaires de clients qui me disaient, oh, on a appelé des artisans, ils sont jamais venus, on n'a jamais eu de réponse. Ce que je fais en général aussi, quand je peux, c'est j'envoie toujours un message la veille en disant, nous avons rendez-vous demain, est-ce que c'est Mm. toujours OK pour vous? Enfin, est-ce que c'est Ouais. toujours bien Donc, c'est programmé? beaucoup sur la partie communication. Voilà, En déjà premier pour lieu, hein. moi, ne pas perdre de temps au cas où le client ne Ouais. puisse pas, parce que ça peut arriver aussi que le client puisse pas, enfin, un imprévu et puis qu'il puisse pas être là le jour du rendez-vous. Une fois que ça c'est fait, après, bah, bien discuter avec le client, le mettre en confiance, lui montrer qu'on connaît bien les produits, toutes les possibilités, lui montrer que tout ce qui est possible de faire, Ok. en parlant de technicité, en expliquant les produits qui existent, les tarifs, donner déjà... Ouais. Parce qu'il y a beaucoup Voilà, de clients qui différentes me solutions demandent... techniques possibles. Voilà, ça. Donc en fait, si un artisan qui te présente différentes solutions techniques, c'est plutôt un point positif du coup. Oui, Ouais. parce que si le gars il dit ah non, moi je fais que ça, je travaille qu'avec ça, Mm. parce que je connais que ça, bah déjà moi perso client, ça me rassurait pas beaucoup, je pense, parce que Ouais. je me dirais le gars il a travaillé qu'avec ça, si je veux lui demander qu'il me fasse un autre type de carrelage par exemple, s'il dit moi je pose que de la mosaïque et que moi je veux poser des grands carreaux, je vais me dire bon bah s'il a pas Ça va l'habitude, coincer quoi. Ouais. est-ce que c'est sûr que le travail va être bien fait ou pas? Ouais. Et j'ai oublié de préciser aussi, pour moi je trouve que c'est un peu une image de marque de l'entreprise, c'est la présentation. Quand tu arrives chez le client, Mm. j'ai déjà vu des collègues qui arrivaient chez les clients. Comme je dis, l'image ne fait pas le travail, mais la casquette à l'envers, les yeux explosés, sale sur eux, tu vois, des Ouais. choses comme ça. Bah, déjà, moi je suis client, je vois un mec qui arrive comme ça, Mm. je me dis bon, ça me rassure pas trop, mais bon, peut-être que son travail est quand même bien fait. Ouais. Donc, à voir. On va discuter un petit peu du chantier et tout ça. Mais donc voilà, la présentation, la politesse, le respect du client, bien écouter Ouais. ce qu'il demande aussi, ses attentes. Mm. Parce qu'il y en a certains, ils vont dire non, vous voulez faire une salle de bain, mais non, il faut faire ça, moi, je fais que ça, je fais de pose de parois fixe, mais je fais pas de Ciporex, je fais pas des Ouais. choses comme ça. On en a eu des artisans comme ça qui nous disent par contre, ok, on fait une salle de bain, moi je fais ça, 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 ça.
Je dis, bah, du coup, je pense que ça ne matchera pas. Tu vois, Oui, parce c'est que là, ça, c'est voilà. pas ce que les clients demandent. Et là, en fait, c'est l'artisan qui vient imposer en fait, ce que lui fait. Du coup, bah, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, laisse tomber. C'est ça. En termes de réalisation, de qualité de suivi, de qualité de réalisation, pardon, comment faire pour savoir si on peut faire confiance à un artisan ou pas, tu vois. Moi, je suis... bah, voilà. Moi, je suis en tant que particulier, moi, je sais pas, tu vois, j'ai jamais fait appel à un artisan. Comment je fais pour savoir si le travail va être fait correctement d'ailleurs ou pas? Bah, déjà, oui, une première indication par rapport au devis, il faut un devis clair. Et un devis clair et précis, Ok. le plus précis possible. Il y a certaines fois, on peut pas mettre tout quantitatif exactement, mais j'ai déjà vu des devis, des comparatifs justement de clients qui me disaient, bah regardez, on a eu un autre devis avant que vous veniez. Les gens ont été transparents, ils m'ont montré le devis de l'artisan. J'ai pas d'idée en tête, mais par exemple pour le mur, c'était écrit mise en peinture du mur. Le client il dit bon bah on sait pas ce qu'il fait quoi, il va mettre le mur en peinture. Ouais. Alors que c'est Est-ce vrai qu'elle que est l'enduit? Est-ce que c'est quoi la surface? c'est ça, j'essaie de détailler au mieux et surtout pour moi aussi me protéger que le client me dise pas ah bah non bah sur le devis c'était pas précisé la surface donc du coup vous pouvez faire ce mur là plus ce mur là plus ce mur là ou des choses comme ça. Déjà moi comme ça au moins je suis protégé, je dis sur le devis c'est bien clair, c'est précis, il y a 15 mètres carrés, je vous peins les 15 mètres carrés. Et c'est surtout que j'essaie de vraiment détailler, de dire bah voilà, c'est quelque chose que j'ai vu en amont avec le client. Est-ce qu'on fait juste un coup de peinture ou est-ce qu'on fait une préparation? Est-ce qu'on refait de l'enduit? Est-ce qu'on le ponce? Quel budget vous avez et quel rendu vous voulez surtout? C'est pour ça que je reviens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, écoutez ce que le client veut. Moi, si le client il me dit écoutez, j'ai pas trop d'argent, je veux juste que ça soit propre. Bah, je vais m'adapter à ce que le client veut. Et je vais lui dire, bah voilà, on peut juste mettre un coup de peinture si vous n'avez pas trop d'argent, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il me dit, moi, je m'en fous du budget, je veux un truc nickel, bah là, je lui propose la totale. Je lui dis, bah écoutez, alors là, on peut faire ça, on peut poncer, on peut refaire un enduit. Donc il faut que l'artisan auquel tu vas faire appel soit à l'écoute et du coup que le devis soit détaillé. Tu vois. C'est ça. Sur la partie réalisation, en fait, toi en tant qu'artisan, si demain, en fait, je fais appel à toi, tu vois, et que j'ai jamais fait de projet, en fait, de rénovation avant, est-ce que je peux te demander, je sais pas, des photos de réalisation que tu as déjà fait? Est-ce que je peux te demander de visiter un projet que tu as déjà réalisé ou en cours? Et que toi, tu serais OK pour ça, par exemple, toi, bien sûr, bah oui. Bah, c'est pour ça que j'essaie de tenir un peu régulièrement à jour mon compte pro sur Facebook, par exemple. J'essaie de Insta aussi, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps aussi, faire les montages photos, enfin les arranger un petit peu, qu'elles soient jolies, et tout comme ça. Puis c'est vrai que je suis pas un spécialiste là-dedans. J'essaie de faire au mieux, mais oui, justement, c'est très souvent quand je vais chez les clients, je leur demande, je leur dis est-ce que vous avez regardé mon compte pro? Et là, c'est là qu'ils me disent oui, bah justement, j'ai vu les photos, c'est ça qui nous a plu, on voit que le travail est bien, c'est propre, donc justement, c'est pour ça qu'on vous a appelé. Donc ça fait un peu de pub et ça marche bien aussi. Mais c'est vrai qu'après, pour en revenir à le climat de confiance par rapport à un devis, il faut garder aussi à l'esprit que un devis clair avec toutes les indications, toutes les mentions légales, parce qu'il y a plein de devis qui sont pas forcément comment dire ça, ils sont pas aux normes quoi en fait, il manque des fois l'adresse d'intervention, il n'y a pas le numéro de sirette, il n'y a pas le quantitatif ou la surface à faire ou des choses comme ça. Et il y en a énormément. Et moi, donc du coup, je suis en coopérative d'entreprise avec la coopérative de Batexp qui est à Bras-Panon. Et justement, il y a un directeur dans cette coopérative, on est 18 artisans dedans. Et lui, il fait un contrôle de tout ça justement. Comme ça, au moins, on est sûr d'être vraiment dans les normes partout. Que tout est carré. Voilà, il suffit, je connais mon travail, mais admettons, quelqu'un qui ne connaît pas forcément son boulot, il va dire, ouais, bah moi je prends tout parce que j'ai besoin d'argent. Un gars en micro, par exemple, il va dire, ouais, moi je m'en fous, je fais du multiservice. Ça se trouve, il n'a pas la décennale. C'est possible que... c'est ça le sujet auquel je voulais arriver, ça, c'est sur la partie assurance. C'est qu'en fait, il faut absolument avoir les attestations d'assurance de l'artisan et prendre le temps de regarder les postes sur lesquels, chaque lot sur lequel il est assuré. Parce que tu sais, les gens n'ont pas envie de faire ça, les gens ne demandent pas en général. C'est très rare que les gens demandent, d'accord, c'est quoi tes assurances, que tu peux m'envoyer l'attestation d'assurance, et qu'ils prennent le temps de regarder, tu vois. Oui. Et moi, si je devais faire un petit récap, tu vois, pour sélectionner un bon artisan, ça va être déjà de 1, comme tu as dit, la communication, tu vois. Et on a pas mal d'artisans d'ailleurs qui ont raté des projets que j'ai envoyés en fait parce qu'ils me disent ils ont pas rappelé le client, tu vois, pas des projets malins, tu vois, mais des clients qui m'appellent, écoute, je vais refaire la toiture de ma maison, urgent, est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un? J'envoie un numéro, il m'a dit j'ai pas eu de nouvelles, donc je passe par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc du coup, de 1, la première étape, c'est la communication. Il faut que ce soit clair et précis. Les devis.
lorsque tu fais des devis, en fait, que le gars soit à l'écoute, qu'il fasse un devis précis et que puis surtout il te propose des solutions techniques différentes, tu vois, qui te disent pas non, moi je fais que ça, il y a que ça qui est vrai et qui existe dans la vie, tu vois. Les assurances, regardez les assurances, que tout soit carré. Et nous, quelque chose qu'on fait à chaque fois, c'est pouvoir demander des exemples de réalisation photo et des chantiers en cours sur lesquels on passe, tu vois. Actuellement, nous, tous les artisans qu'on sélectionne, en fait, on va demander des photos, on va passer sur des chantiers en fait, qui sont en cours de réalisation ou qu'ils ont déjà réalisé, en fait, pour qu'on puisse constater concrètement la qualité de finition, un peu comment ça se passe, tu vois. À ces sujets-là. Et c'est important, là, ce que tu disais là sur la partie... tu vois, tous les éléments que tu dois avoir sur les factures et devis. Et d'ailleurs, au début, c'est les éléments... Je crois qu'on n'est jamais trop revenu vers toi par rapport à ça, donc c'était assez carré. Mais en fait, quand tu finances un projet MO à la banque, tu peux intégrer les travaux dans ton financement, tu vois. Tu peux pas tout intégrer. Il y a des éléments comme l'ameublement, décoration, je peux pas intégrer. Des éléments comme l'électroménager, normalement, tu peux pas intégrer. Mais si tu as des techniques spéciales, ça passe, tu vois. Mais normalement, la banque ne finance pas. Mais du coup, pour faire financer les travaux par la banque, il faut que le devis, tout soit carré, que les assurances soient OK, que toutes les mentions soient présentes, que tu aies l'adresse du chantier, l'adresse de facturation, que les postes soient détaillés sur le devis, que l'assurance soit valide, qu'il n'y ait pas de procédure en cours, tu vois. Bien souvent, les procédures de sauvegarde, redressement, c'est rédhibitoire, tu vois. Bon, ça, c'est des choses que la banque ne vérifie pas, mais en tant que particulier, c'est important de vérifier, tu vois. Parce que si demain, tu as... Et je ne crache pas sur les artisans, tu vois. Même si tu as des gens qui sont passés en procédure de sauvegarde avant liquidation, qui ont pu redresser la société, ça va mieux, tu vois. Mais demain, si tu t'engages sur une construction d'une maison avec une entreprise qui est en procédure de sauvegarde, il y a des chances que tu te sortes pas et que tu récupères pas tes billets. Donc ça, c'est dangereux. Il faut prendre le temps de regarder. Et ça, on peut voir, tu vois, tu vas sur Page, etc. Ou tu demandes à ChatGPT. Oui, bien sûr. Tous les infos, en fait, dont tu as besoin sur l'entreprise. Il me semble que c'est obligatoire, en plus, de mettre justement ça sur Internet. Ah oui, non, mais ça, c'est... Ouais, non, en fait, le statut est mis automatiquement un jour. En fait, une fois que c'est lancé la procédure, c'est un statut qui est automatiquement mis à jour, en fait, par rapport au greffe. Et du coup... il y a les infos. Donc, demandez à ChatGPT toutes les infos qu'on peut avoir sur l'artisan, en fait, pour savoir s'il y a des procédures ou pas en cours. Et du coup, tu as des gens qui veulent faire les travaux eux-mêmes sur la partie bâtiment. Tu vois, il y a des gens qui font des projets MO qui veulent faire les travaux eux-mêmes. Nous, ce qu'on constate, tu vois, avec l'expérience, c'est que de 1, en général, pour rénover un studio, on est entre 6 mois et 1 an et demi, tu vois. Parce que les gens font le travail le week-end, ils n'ont pas le temps. Ça, en plus, parfois, ils connaissent tonton qui fait ça, mais tonton, du coup, comme il ne rentre pas de CA, il fait ça le week-end parce qu'il a une entreprise à faire tourner, tu vois. Mais il n'est pas là tous les week-ends, il fait ça de temps en temps. Donc, en fait, ce qu'ils économisent en travaux, ils perdent en loyer, tu vois, ce qui est totalement débile, tu vois. Donc, ils perdent 1 an et demi de loyer pour économiser 3 000, 4 000 euros de travaux, quoi, ce qui est ridicule à la fin. Quand tu fais tes travaux toi-même, il y a beaucoup de trucs que tu ne peux pas intégrer au niveau de la banque. En fait, quand tu fais tes travaux toi-même, tu peux intégrer des achats de fourniture dans le financement. Par contre, des éléments comme par exemple menuiserie, toiture, électricité, la banque te dit non. Passer par un professionnel qui est qualifié, certifié et qui a ses assurances à jour, en fait. Sinon, c'est pas possible. Il y a trop de risques là, Ouais, c'est ça. La banque prend trop de risques. Du coup, ça, c'est des gros postes qui sont pas, en fait, couverts, en tout cas pas financés par la banque. Un autre point que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'au niveau des assurances, demain, tu as refait l'électricité toi-même, il y a un feu, tu as de grandes chances que l'assurance et l'assurance est au courant que c'est toi qui as refait tout seul sans qualification d'électricité, par exemple, qu'elle ne te couvre plus, en fait. Bien sûr. Tu n'es pas censé foutre la main là-dedans. C'est ça, il faut l'habilitation. Il faut l'habilitation, il faut la décennale aussi. Logiquement, maintenant, sauf pour les petits travaux, il faut qu'un consuel passe aussi pour contrôler que tout est bon aussi. Donc, et puis surtout, on connaît les assurances. Moi, je vois beaucoup, même après le cyclone, avec le dernier cyclone qui est passé, ils font tout pour pas payer. Parce que ça leur coûte après, c'est l'objectif de l'assurance. C'est ça. Donc, pour toutes ces choses-là où il y a des risques, tout ce qui est plomberie, électricité, couverture, étanchéité, passer par un professionnel, quoi. À moins que le gars a bossé là-dedans pendant des années et qu'il peut le faire lui-même, mais il ne sera pas assuré dans tous les cas. Tu sais que c'est ça. En fait, en gros, pour faire ça, il faut que lui soit en entreprise, qu'il soit assuré en entreprise pour ça, pour que son assurance, en fait, en particulier, puisse le renvoyer vers son assurance de professionnel. Si ce n'est pas le cas, en fait la structure ne change pas. Finalement, lui, il est obligé de facturer quand même en tant que professionnel pour pouvoir... et même s'il ne facture pas, tu dois justifier, en fait,
être un professionnel du bâtiment et d'avoir les qualifications pour ça, tu vois. Pour que tu puisses voir avec ton assurance. Mais c'est un schéma compliqué. En général, les assurances ne veulent pas indemniser. J'ai déjà eu des retours là-dessus où tu as des pros qui ont fait eux-mêmes, qui ont eu des problèmes, parce que ça arrive. Mais du coup, tu as eu des litiges au niveau de l'assurance, justement, à ce sujet-là. Tu vois. Et puis, ils vont chercher vraiment la petite bête, les assurances. Ah oui, c'est l'objectif, tu vois. Tout ce qu'ils peuvent ne pas payer, le paieront pas. C'est pour ça qu'il faut faire les choses carrées dès le début, tu vois. C'est ça, c'est pour ça, oui. Et même le travail au noir ou des choses comme ça, tu vois, je vois, il y a plein de clients qui me disent... Alors c'est un sujet intéressant, ça. Travailler au black sur les chantiers. C'est ça, est-ce que vous faites du black? Je dis, non, moi je fais pas de black. Déjà, je peux pas, parce qu'avec la coopérative, il suffit qu'il arrive un problème, même un accident, tu vois, enfin un gars qui se blesse, ou même moi je me blesse sur un chantier qui n'est pas déclaré, déjà je serais pas couvert. Le client... Alors certes, oui, c'est sûr, c'est intéressant pour lui parce qu'il va payer moins cher, parce que comme le gars, l'artisan ne va pas avoir de charge à payer dessus, il peut faire un tarif plutôt réduit. Mais la plupart du temps, s'il y a un problème, quel recours il y a? Tu fais une étanchéité sur un toit terrasse au black, il y a une fuite. Le client va rappeler l'artisan. C'est sûr que ça va être 6 fois moins cher, tu vois. Puis les clients, il peut se retourner contre personne, quoi. Il peut rien faire, puisqu'il a aucune preuve qu'il a payé. Et toi, va expliquer à la justice que j'ai payé quelqu'un qui n'a pas déclaré, du coup, j'étais au courant. Donc, ah, ok. Donc c'est pour ça, voilà, moi je sais que le black, je n'en fais pas, et de toute façon, dans tous les cas, comme je disais, je peux pas en faire, même si je voulais en faire. Et à moins que ça soit vraiment quelqu'un de grande confiance. Je parle pour ça pour les clients qui, de temps en temps, prennent des mecs au black. Parce qu'on sait qu'il y en a. Bon, c'est pas légal, le faites pas. C'est pas légal, voilà. Prenez quelqu'un vraiment de très grande confiance, que vous êtes sûr à 100%. Et même, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'embête dans le sens où tu prends tellement de risques. En fait, ce soit un projet IMO, d'accord? Tu prends tellement de risques, en fait, parce que c'est beaucoup d'investissement. Demain, tu lances un projet IMO, tu es sur 15, 20 ans. Même si tu as une revente à 7 ans, c'est des grosses sommes, tu vois. Si ton projet IMO est carré, tu es sur minimum 80, 100 000 euros, tu vois. C'est des grosses sommes engagées. Faites pas d'économie là-dessus, tu vois. Va pas essayer de gagner 500 balles à prendre un truc au quelqu'un en black et demain ton assurance se couvre pas et demain il se passe un truc. Non, c'est ça. Prends quelqu'un où tout est carré, les assurances c'est ok, déclare tout et vas-y, tu vois. C'est ça, ouais. Fais les choses carrées, c'est plus intéressant. C'est largement plus intéressant. En tout cas, tu prends trop de risques en fait à vouloir économiser des petites billes par-ci par-là pour rien, tu vois. Exactement. Et même sur un artisan qui travaille très bien, on n'est jamais à l'abri d'un matériau défectueux. En plomberie, quand tu encastres par exemple une colonne de douche, même si le gars est un super bon plombier, il a été champion de France au plomberie ou des trucs comme ça, artisan de France, il suffit que le raccord il soit un petit peu défectueux. Ça peut arriver 6 ans après, alors qu'il n'y a eu aucun problème pendant 6 ans, et d'un seul coup, le truc, il s'est fissuré ou tu sais pas pourquoi, il y a une fuite. Si le client a fait faire ça au black, il a aucun retour pour l'appartement du dessous, qui a eu des infiltrations, des choses comme ça. Et du coup, il redépense à tout refaire, en fait. Et donc, il faut tout payer, tout refaire. Et tandis que si c'était pas le cas, et si c'était quelqu'un de déclaré, en fait, tu fais appel à la décennale de l'artisan, ou en tout cas, tu fais appel à l'artisan. Lui, il va avec sa décennale, il dit écoutez, c'est le matériau qui est défectueux. La décennale dit ok, vous voyez avec le fournisseur. Et du coup, là, en fait, il n'y a pas de frais déboursés de la part du client, en fait. Tu vois. Voilà, c'est ça, oui. Donc, et puis même l'artisan, il est couvert aussi. C'est ça. Parce que oui, si c'est que des petits problèmes, ça va. Mais là, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps des bâtiments qui ont été faits à l'éperon. Heureusement, tout a été déclaré parce que c'est des gros bâtiments. Le toit terrasse a été mal fait. Il y en a pour plus d'1 million et quelques euros d'infiltration, tout à refaire. Là, un client, il pourra jamais payer ça, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est la raison pour laquelle, si tu as pas mal de bâtiments abandonnés, tu vois, qui font un peu les trucs à droite, à gauche, vite fait, il y a un problème. Le chiffre est colossal. Et ils ont pas les moyens. Donc, ça reste là. C'est abandonné, tu vois. Et encore, je parle de fuite, mais problème électrique, c'est encore pire. Parce que s'il y a le feu, admettons l'appartement. J'ai entendu à la radio ce matin qu'il y a un immeuble qui a pris feu à Reims hier. Là. Il y a eu des morts et tout. Le feu a démarré au 4e étage. Si c'est un problème d'artisan qui a mal fait, ou on ne sait pas, on ne connaît pas encore la cause, mais si, admettons, l'électricien vient, il te fait ça au black, il te fait un raccord un peu de mamailleux en disant non, t'inquiète pas, on peut mettre le micro-ondes et puis la machine à laver et puis une multiprise et puis un mixeur tout ensemble, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci que l'appartement prend feu, qu'il y a des morts à l'appartement du dessus parce que le feu s'est propagé en haut.
Alors là, le client, parce pas- que les c'est pas la même experts vont histoire, passer, et puis ils c'est vont ça. le voir, hein, ils ont l'œil, ils savent de où aura Ouais. démarré le feu, ils vont voir qu'il y a eu une malfaçon, qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas aux normes. Et bah là, après, tu es emmerdé toute ta vie, quoi. Donc, Ah ouais. sur C'est ça, une moi, autre je prendrais histoire. pas le risque. Franchement, ouais, il faut que les gens prennent conscience que le black, c'est bien, t'as une petite économie. En fait, non, c'est même pas Mais, bien. Hein, t'as même pas... Pour moi, t'as pas d'économie, c'est une fausse économie que tu fais. Tu vois, Oui, tu prends enfin, trop de voilà. risques. Et tu vois, un autre exemple que j'avais eu, que j'avais vu, ça date de quelques temps quand même. Hein. Mais t'avais une entreprise de construction qui barrait, en fait, faisait appel à des gars au black. Sauf que du coup, le carreleur qui a posé des carreaux en façade de partout, tu vois, salle de bain, façade et tout. Et en fait, les matériaux qu'il utilisait, la colle qu'il utilisait était amiantée. Ah ouais. En fait, il avait des stocks, il avait acheté des stocks de colle, donc il avait en masse, tu vois, il avait des stocks en masse. Mais du coup, c'était plus autorisé parce que c'était amianté. Ok. Bah, du coup, tous les bâtiments là Il y a tout à refaire, étaient hein. amiantés, quoi, tu Ouais. vois. Donc, Puis alors là, pour évidemment, procédure. l'évacuation et tout, waouh. Et bah, la société a liquidé derrière, tu vois, parce qu'il y avait Ouais. plus, c'est pas le seul truc qu'elle faisait, mais du coup, ça a entraîné des problèmes en masse. Mais sauf que la société est liquide, ok? Donc, notre producteur, c'est son problème à lui. Toi, en tant qu'investisseur qui a acheté un bâtiment construit neuf, bah, tu as la main dans ton bâtiment, tu as investi dedans, tu vois. Démerde-toi avec, la société est liquidée. Eh oui. Donc voilà. Et là, Donc, t'as tout dans le. ouais. Mais comme D'où, beaucoup de constructeurs. Hein, d'où l'intérêt du coup de regarder aussi du coup les structures des artisans à qui tu fais appel, tu vois. c'est ça. Parce que si tu vois qu'un artisan fait appel à lui, il peut être carré, enfin lui, il peut être bien, mais si tu vois qu'il fait appel à des gars au black, c'est pas une bonne idée, tu Non, vois. ouais, c'est sûr. Ouais. Après, il faut pas hésiter aussi à regarder les statuts sur Internet, enfin les commentaires, les avis. Il y a beaucoup de maintenant avec Facebook, tout ça, il y a plein de possibilités de rechercher des pages Ouais. professionnelles et puis de regarder Ouais. les avis. Après, bon, bien sûr, il faut en prendre et à laisser aussi parce que tu as toujours les copains qui vont dire ouais, attends, je vais te mettre plein de commentaires pour Ouais. te faire bien voir. Ouais. Puis tu as toujours le copain qui dit ah, lui c'est un concurrent, vas-y, mets des commentaires Ouais. de merde alors que tu jamais fait de travaux chez lui. C'est vrai. Donc c'est pour ça, le bouche à oreille, c'est vraiment le mieux. Recommandation. La pub, voilà, la pub sur les réseaux, tout ça aussi. Et quitte même, bon, cette année, j'ai pas pu aller au salon de la maison à Saint-Denis, mais je vais essayer l'année prochaine peut-être d'y aller. Même si j'ai pas vraiment besoin de faire de pub parce que j'ai tellement de travail que je suis pas en recherche de travail, quoi. Mais bon, comme je veux me développer au niveau de ma structure et tout ça, je pense que je me dis, bah, il faut que j'arrive déjà à trouver la bonne main-d'œuvre aussi. Ouais. Et, mais je me dis pourquoi pas aller faire des salons, des choses comme ça. Et là, logiquement, c'est des gens sérieux. Ça va pas être le petit gars qui vient d'ouvrir sa micro vite fait C'est en vrai, 10 hein, minutes c'est sur vrai. Internet. Bon, après, il y quoique, en a aussi qui sont ouais. pas fiables hein, au salon. Hein, mais bon, ils investissent quand même, c'est un petit billet pour y C'est présenter. Bon. tu sais que voilà, c'est pas, ils sont pas là pour rigoler. Ils sont là pour bien marcher, quoi. Ça marche. Top. Daisy, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on parle déjà. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite, hein. J'ai encore beaucoup de travail en fait. On est à combien de temps là? 54. Ah putain. Ah ouais. On a parlé pendant 1 heure là, ça arrive pendant 1 heure quasiment. Ouais. Ça part vite. Hein. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.